J'ai lu pour vous « Nous avons tous la même histoire » de Jean-Frédéric Chope. Et il commence fort avec sa toute première phrase. De Nicolas Sarkozy à Éric Zemmour, le roman national, de Rokhaya Diallo à Jean-Luc Mélenchon, la politique des identités, entre les deux, l'histoire est prise en otage. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Alors je vous avoue que tout au long du livre, j'ai eu du mal à comprendre où cet homme cultivé et sans haine voulait nous emmener. Car, contrairement à ce que pourrait laisser penser sa première phrase, sa cible est moins le roman national que la relecture woke de l'histoire. Ce qu'il reproche au premier tient en quelques lignes et prend peu de pages dans son livre. Pour lui, le roman national est un fantasme, le fantasme du progrès continu, le fantasme qui vise également à légitimer un État. Or, à l'homme politique de nourrir le patriotisme, à l'historien d'explorer en toute liberté le passé. Mais le gros du livre consiste à fustiger cette lecture de l'histoire où certains préfèrent se cantonner à revendiquer la culture de victime. Et que cette idée d'hybridité, de créolisation, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, recèle bien des pièges. Et il déplore que l'asymétrie a poussé certains auteurs du courant post-colonial à congédier les sciences historiques elles-mêmes. Et il va s'escrimer à démonter des poncifs sur le racisme, le colonialisme, et j'en passe. Alors, c'est passionnant, et je me servirai certainement de son travail dans de futures vidéos, mais on finit par comprendre qu'il s'est trompé dans l'exposé du problème. L'objectif de ce livre est de restituer à l'histoire son autonomie scientifique. Et pour lui, cela doit passer par un travail des historiens sur la question suivante. Comment comprendre le fonctionnement du commandement dans les sociétés qui n'auraient pas institué le monopole de l'usage légitime de la force physique sur un territoire donné, dont la légitimité ne reposait pas sur la souveraineté des nations. Alors, scientifiquement, historiquement, la question est passionnante. Mais même moi je renonce à vous l'exposer, de peur que vous endormiez. Merci Robinson. Le problème, c'est qu'il est passé à côté de deux points importants. D'une part, il me semble qu'il n'a pas réellement compris l'idéologie woke auquel il s'attaque. Et d'autre part, il n'arrive pas à s'émanciper d'une idée du roman national tel qu'il fut défini au XIXe siècle. Concernant sa compréhension du wokisme, elle se limite à leur discours sur l'histoire. Il écrit « L'essentiel se joue donc autour de la question du colonialisme et du problème scientifique de l'européocentrisme, maladie tenue pour incurable. » Et il insiste sur ce point, page 83, où il fustige certaines démarches du mouvement post-colonial qui alimentent l'idée que des cultures non européennes seraient inaccessibles aux sciences sociales européennes et occidentales. En affirmant cela, on appelle à une fragmentation de l'humanité sous la forme d'identités séparées dont la culture serait imperméable les unes aux autres. C'est par ce mécanisme que certaines propositions post-coloniales alimentent des positions essentialistes et culturalistes. Et là, il confond l'œuf et la poule. Certes, la démarche intellectuelle renforce le communautarisme, mais elle est venue a posteriori pour le justifier. Car c'est une idéologie qui ne cherche pas à proposer des solutions, mais à se complaire dans la victimisation. Et l'on comprend qu'il n'a pas saisi ces subtilités, qui, ceci dit, sont hors de son champ d'expertise. Et j'en veux pour preuve, entre autres, ce qu'il écrit, page 38. Qui oserait trouver ridicule qu'un garçon se définisse comme féministe sur le plan politique? Or, lorsque l'on écoute les féministes intersectionnelles, un homme peut tout au plus être un allié. En fait, il ne connaît pas le sujet. Si, mais avec des œillères, celles de l'histoire. Et c'est là où l'on rejoint le second point. En essayant de restreindre l'histoire à une démarche scientifique, il en oublie le rôle fédérateur. Toute société est fondée autour de mythes, à l'image des Romains et de leur Louvre. Et si l'histoire est commune, chaque peuple en a sa lecture. Ainsi, en 1453, Constantinople passe d'une main à l'autre. Mais selon à quel groupe vous appartenez, vous appellerez ça la chute ou la prise de Constantinople. Alors, si je comprends qu'en tant qu'historien, il souhaite que l'histoire reste une discipline indépendante
de l'étude des faits, s'il faut au sein des universités dépasser l'axiome selon lequel tout est politique, sinon il devient impossible d'accorder un quelconque crédit aux affirmations produites dans le cadre scientifique. En revanche, croire que l'histoire puisse lutter contre toute forme d'identitarisme est vain. C'est-à-dire, On peut revoir notre roman français, le débarrasser des scories, apporter de la nuance, montrer que le progrès est loin d'avoir été la règle, que les guerres civiles ne sont jamais loin. Mais si on refuse de faire de l'histoire un lien entre tous les Français, alors il ne faut pas s'étonner, comme il le fait que d'autres, en proposant des récits alternatifs partiels, en découpant dans la société française des groupes en fonction de sensibilités identitaires. Certaines histoires reproduisent les travers de l'histoire nationale englobante, mais en changeant de périmètre. Parce que cela nourrit les séparatismes et les rancœurs, et nous amène à ce que l'histoire connaît que trop bien, la guerre civile.